Avez-vous déjà remarqué que les moments où vous vous sentez le plus vivant sont souvent ceux où vous êtes complètement seul? Pas triste, pas isolé, juste là, dans votre espace, avec vos pensées. C'est étrange, n'est-ce pas? Dans un monde qui nous répète sans cesse que le bonheur se trouve dans les sorties, les voyages, les rencontres, pourquoi certaines personnes trouvent-elles leur paix la plus profonde entre quatre murs qu'elles connaissent par cœur? Il y a quelque chose de profondément incompris chez ceux qui préfèrent rester chez eux. On les appelle antisociaux, renfermés, parfois même paresseux. Mais si je vous disais que ces personnes ont découvert quelque chose que la plupart d'entre nous passent leur vie entière à chercher, un secret si simple qu'il en devient invisible. Restez avec moi, car dans les 15 prochaines minutes, nous allons explorer un paradoxe fascinant, celui des âmes qui ont choisi le silence, non pas par peur du monde, mais par amour d'eux-mêmes. Commençons par une scène que vous reconnaîtrez peut-être. C'est un vendredi soir. Votre téléphone vibre. Message. C'est un ami qui propose une soirée. Restaurant, bar, peut-être une fête ensuite. L'invitation est sympathique, sincère même. Et pourtant, à l'instant où vous la lisez, quelque chose en vous se contracte légèrement. Ce n'est pas du dédain, ce n'est pas de la tristesse non plus. C'est juste cette petite voix intérieure qui murmure « J'aimerais mieux rester ici ». Alors vous déclinez poliment. Vous inventez peut-être une excuse ou vous dites simplement la vérité. Et pendant que vos amis se préparent, rient, se maquillent et choisissent leur tenue, vous allumez une bougie. Vous préparez du thé, vous ouvrez un livre ou vous lancez cette série que vous aviez mise de côté. Et dans ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous respirez. Vraiment. Profondément. Comme si pendant toute la semaine, vous aviez retenu votre souffle sans vous en rendre compte. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que pour certaines personnes, le monde extérieur n'est pas un terrain de jeu. C'est un théâtre. Un endroit où il faut jouer un rôle, ajuster son volume, calibrer ses réactions, lire constamment les expressions des autres pour savoir si l'on dit la bonne chose au bon moment. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas manipulateur. C'est épuisant. Les neuroscientifiques ont un terme pour cela, la surcharge sensorielle. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur avec des dizaines d'onglets ouverts simultanément. Chaque conversation, chaque bruit de fond, chaque lumière vive, chaque regard croisé ouvre un nouvel onglet. Et au bout d'un moment, le système surchauffe. Pour quelqu'un de hautement sensible, et nous sommes environ 20% de la population à l'être, une simple journée au bureau ou une heure dans un centre commercial peut ressembler à une marathon sensorielle. Rentrer chez soi, dans ce contexte, n'est pas fuir. C'est permettre à tous ces onglets de se fermer, un à un, jusqu'à ce que l'écran mental redevienne clair. C'est le moment où le cerveau cesse enfin de traiter le monde extérieur et peut se tourner vers l'intérieur. Et c'est là, dans ce silence retrouvé, que quelque chose de magique se produit. Les pensées s'éclaircissent. Les émotions refoulées remontent à la surface. La créativité commence à circuler librement. Mais creusons plus profondément. D'où vient vraiment cette attirance pour la solitude domestique? Pour beaucoup, les racines plongent dans l'enfance. Pensez à l'école primaire, la cour de récréation. Cet espace bruyant, chaotique, où les règles sociales se forment et se durcissent. Certains enfants y prospèrent naturellement. Ils savent instinctivement comment entrer dans un groupe, faire rire, négocier leur place dans la hiérarchie invisible des cours d'école. D'autres enfants observent. Ils restent en périphérie, pas nécessairement par timidité, mais parce que tout ce bruit, toute cette énergie sociale leur semble étrangère, presque violente. Ils remarquent les petites cruautés, les exclusions subtiles, la façon dont il faut constamment prouver sa valeur pour ne pas être oublié. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, ils commencent à construire un monde parallèle, un monde intérieur. Ce monde intérieur devient leur refuge. C'est là qu'ils créent leurs histoires, développent leur imagination, apprennent à se tenir compagnie. Et quelque chose de remarquable se produit.
Ce qui aurait pu être perçu comme une faiblesse, cette difficulté à s'intégrer au vacarme social, se transforme en une force étonnante. La capacité de se suffire à soi-même. Une richesse intérieure que personne ne peut leur retirer. En grandissant, ces enfants deviennent des adultes qui portent cette richesse comme un trésor secret. Ils savent quelque chose que beaucoup ignorent encore. Le bonheur n'a pas besoin de spectateurs. La joie peut exister dans le minuscule, l'ordinaire, l'invisible. Le goût parfait d'un café bu lentement un dimanche matin. La sensation d'un pull chaud après une douche. Le plaisir simple de réarranger un coussin jusqu'à ce qu'il soit exactement comme on le souhaite. Ce sont ces micro-moments qui constituent leur bonheur. Et contrairement aux expériences bruyantes, aux soirées mémorables, aux voyages Instagram, ces moments ne s'épuisent pas. Ils se renouvellent chaque jour. Ils sont disponibles à volonté. Ils ne dépendent de personne d'autre. Parlons maintenant de quelque chose que notre culture déteste admettre. Nous vivons dans une société qui a fait de l'extraversion une norme morale. Regardez les descriptions de peste qui valorisent le travail d'équipe dynamique et l'esprit collaboratif. Observez comment les espaces de travail ont évolué vers des open space où l'intimité et le silence sont devenus des luxes rares. Remarquez comment, sur les réseaux sociaux, l'existence même semble nécessiter une documentation constante. Cette culture a créé une hiérarchie invisible, où être sociable équivaut à être sain, et préférer la solitude suggère un problème à résoudre. On vous demande « Pourquoi tu ne sors pas plus ?» Comme on demanderait « Pourquoi tu ne prends pas soin de toi ?» L'implication est claire. Rester chez soi est perçu comme un symptôme, pas comme un choix légitime. Mais voici la vérité que les psychologues commencent enfin à reconnaître. Les personnes qui choisissent consciemment la solitude ne sont pas moins sociales. Elles sont sélectives. Elles ont compris que l'énergie sociale est une ressource limitée et précieuse, et elles refusent de la gaspiller dans des interactions qui les laissent vides. Elles préfèrent avoir 3 conversations profondes par mois plutôt que 30 échanges superficiels par semaine. Cette sélectivité est souvent mal interprétée comme de la froideur ou de l'arrogance. En réalité, c'est le contraire. Ces personnes accordent tant de valeur aux relations authentiques qu'elles protègent férocement leur capacité à y être pleinement présentes. Elles savent que si elles se dispersent socialement, elles n'auront plus rien à offrir à ceux qui comptent vraiment. Il y a une étude fascinante menée par des chercheurs en psychologie sociale qui a suivi des milliers de personnes pendant plus de 10 ans. Ils voulaient comprendre le lien entre interaction sociale et bien-être. Les résultats ont surpris tout le monde. Ce n'était pas la quantité d'interactions qui prédisait le bonheur, c'était leur qualité. Et devinez qui rapportait les niveaux les plus élevés de satisfaction relationnelle? Les personnes qui avaient moins d'amis, mais des liens plus profonds. Ces personnes, souvent celles qui préfèrent rester chez elles, avaient développé ce que les chercheurs appellent des amitiés à haute densité. Des relations où le silence est confortable, où l'on peut se voir une fois par mois et reprendre exactement où l'on s'était arrêté, où l'authenticité prime sur l'apparence. Ces amitiés sont rares, précieuses et durables, précisément parce qu'elles ne sont pas diluées dans le social obligatoire. Mais soyons honnêtes un instant. Il y a aussi une part d'ombre dans tout cela. Parce que si certaines personnes choisissent la solitude par préférence authentique, d'autres s'y réfugient par blessure. La différence est subtile mais importante. Choisir d'être seul parce que cela vous nourrit, c'est de la sagesse. Éviter les autres parce que vous avez peur d'être rejeté, jugé ou blessé, c'est de l'autoprotection. Comment faire la différence? Posez-vous cette question simple. Quand vous êtes seul chez vous, vous sentez-vous en paix ou en attente? Si vous êtes en paix, si vous vous sentez complet, créatif, détendu, alors votre solitude est saine. Mais si vous vous sentez en attente, si une partie de vous espère secrètement que quelqu'un va frapper à la porte ou envoyer ce message, si votre solitude ressemble plus à une prison dorée qu'à un sanctuaire choisi, alors il est peut-être temps d'examiner ce qui se cache derrière ce retrait. La solitude saine ressemble à un bain chaud. La solitude blessée ressemble à de l'eau stagnante. L'une vous régénère, l'autre vous isole lentement du flux de la vie.
Et c'est une distinction cruciale, car l'objectif n'est pas de fuir les connexions humaines, c'est de les choisir avec intention. Parlons maintenant de créativité. Si vous regardez les biographies des grands artistes, écrivains, compositeurs, inventeurs, vous remarquerez un schéma récurrent. Presque tous valorisaient énormément leur temps seul. Virginia Woolf parlait de la nécessité d'avoir une chambre à soi. Nietzsche faisait de longues promenades solitaires dans les montagnes. Beethoven composait ses symphonies dans un isolement presque total. Steve Jobs pratiquait de longues périodes de solitude pour réfléchir. Ce n'est pas une coïncidence. La créativité nécessite un type spécifique de silence mental. Pas seulement l'absence de bruit, mais l'absence de regard extérieur. Quand vous créez sous le regard des autres, même mentalement, une partie de votre cerveau reste en mode social. Elle évalue, ajuste, censure. Mais quand vous êtes vraiment seul, cette partie s'endort. Et c'est là que les idées les plus originales émergent, celles qui n'ont pas encore été filtrées par le « qu'est-ce que les autres vont penser ?» Les personnes qui aiment rester chez elles ont accès à ce mode créatif beaucoup plus facilement. Leur espace domestique devient une extension de leur esprit. Chaque objet, chaque coin, chaque lumière porte une mémoire, une émotion, une intention. C'est comme vivre à l'intérieur de son propre cerveau. Et dans cet environnement familier et contrôlable, l'esprit peut vagabonder librement, faire des connexions inattendues, explorer des territoires mentaux que le chaos extérieur rendrait inaccessibles. Voici quelque chose que j'aimerais que vous considériez. Nous avons tous une limite d'énergie sociale quotidienne. Imaginez-la comme une batterie. Pour certaines personnes, cette batterie est énorme. Elles peuvent passer 12 heures entourées de gens et rentrer chez elles encore chargées à 70%. Pour d'autres, cette batterie est plus petite ou se décharge beaucoup plus rapidement. Après 2 heures de socialisation, elles sont à 20% et le voyant rouge clignote. Ce n'est pas une question de volonté ou de courage, c'est une différence neurologique réelle. Les cerveaux introvertis traitent la dopamine différemment. Trop de stimulation sociale devient inconfortable, presque douloureux. Mais voici ce qui est fascinant. Ces mêmes cerveaux sont souvent exceptionnels pour traiter en profondeur, pour remarquer les nuances, pour créer du sens à partir de la complexité. Alors quand quelqu'un qui aime rester chez lui se retire après une journée sociale, ce n'est pas qu'il n'a pas apprécié, c'est qu'il a besoin de digérer l'expérience. Les introvertis ne consomment pas les expériences sociales rapidement, comme un fast-food. Ils les savourent lentement, comme un repas gastronomique. Et ce processus de digestion nécessite du temps et de l'espace. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus spirituel. Il existe dans de nombreuses traditions philosophiques et religieuses une valorisation du retrait. Les moines bouddhistes pratiquent des retraites silencieuses pendant des mois. Les mystiques chrétiens cherchaient la grotte ou le désert. Les philosophes stoïciens enseignaient l'importance de la réflexion solitaire. Même dans nos traditions modernes, nous reconnaissons intuitivement que la sagesse nécessite du recul. Pourquoi? Parce que dans le silence et la solitude, nous cessons de réagir au monde et commençons à le comprendre. Nous passons du mode survie sociale au mode conscience profonde. C'est là que nous pouvons enfin entendre notre propre voix, celle qui est souvent noyée sous les opinions, les attentes et les jugements extérieurs. Les personnes qui passent régulièrement du temps seules développent ce que les psychologues appellent un locus de contrôle interne fort. Cela signifie qu'elles tirent leur sens de valeur, leur direction et leur satisfaction de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Elles ne sont pas indifférentes aux autres, mais ne sont pas non plus dépendantes de leur approbation constante pour se sentir bien. Cette indépendance émotionnelle est devenue incroyablement rare dans notre ère de réseaux sociaux. Nous sommes conditionnés à mesurer notre valeur en likes, en commentaires, en validation numérique. Mais ceux qui ont cultivé un monde intérieur riche possèdent une boussole interne qui ne peut pas être déréglée par l'absence de notifications. Abordons maintenant une question délicate. Que se passe-t-il quand quelqu'un qui aime profondément sa solitude tombe amoureux? Comment concilier ce besoin d'espace avec le désir d'intimité? C'est un défi réel,
et beaucoup de relations échouent précisément sur ce malentendu. Le partenaire plus social peut interpréter le besoin de solitude comme du rejet. Si tu m'aimais vraiment, tu voudrais passer plus de temps avec moi. Mais c'est une erreur de logique. Pour les personnes qui se ressourcent dans la solitude, le temps passé seul n'est pas du temps pris à leur partenaire. C'est du temps investi pour pouvoir être pleinement présent quand ils sont ensemble. Les relations les plus saines avec ces personnes sont celles où le partenaire comprend que la solitude n'est pas un caprice, mais un besoin légitime. Où il y a un respect mutuel pour des rythmes différents. Où l'amour ne signifie pas fusion constante, mais danse entre proximité et espace. Ces couples développent souvent une intimité paradoxalement plus profonde, précisément parce qu'ils ne s'étouffent pas mutuellement. Il y a aussi cette dimension que nous devons explorer, celle de la guérison. Pour certaines personnes, le foyer est devenu un lieu de retraite non pas par préférence naturelle, mais par nécessité thérapeutique. Peut-être ont-elles vécu un traumatisme social. Peut-être souffrent-elles d'anxiété ou de dépression. Peut-être traversent-elles simplement une période de reconstruction après un échec, une rupture, une perte. Dans ces moments, le foyer devient un cocon, un espace où l'on peut être fragile sans être vulnérable au jugement extérieur. C'est un acte de sagesse profonde que de reconnaître quand on a besoin de se retirer pour guérir. Notre culture valorise tellement la résilience immédiate et le rebondir rapidement qu'elle oublie que la vraie guérison nécessite du temps, du silence et de la patience. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Il n'y a aucune honte à avoir besoin de temps. Aucune honte à dire non aux invitations pendant que vous vous reconstruisez. Votre énergie est limitée et il est parfaitement légitime de la consacrer entièrement à votre rétablissement. Les vraies personnes dans votre vie comprendront. Les autres, eh bien, leur incompréhension vous indique simplement qu'elles ne sont pas équipées pour vous accompagner dans cette phase. Mais, et c'est important, faites attention à ne pas transformer une période de guérison en prison permanente. La différence est celle-ci. La guérison a une direction. Vous vous retirez temporairement pour revenir plus fort. L'évitement chronique n'a pas de direction. Vous vous retirez indéfiniment par peur de ce qui se passerait si vous sortiez. Si vous remarquez que les mois deviennent des années et que votre monde continue de rétrécir plutôt que de se stabiliser, cherchez du soutien. Un thérapeute, un ami de confiance, quelqu'un qui peut vous aider à distinguer le repos nécessaire de l'évitement nocif. Parlons maintenant de routine. Les personnes qui aiment rester chez elles développent souvent des rituels quotidiens très précis. Le café se prépare d'une certaine manière, les coussins ont leur place exacte. Il y a un moment pour lire, un moment pour cuisiner, un moment pour simplement regarder par la fenêtre. Pour l'observateur extérieur, cela peut sembler rigide, presque obsessionnel. Mais c'est mal comprendre la fonction psychologique de ces rituels. Ces routines ne sont pas des prisons, ce sont des ancres. Dans un monde en changement constant, où nous avons peu de contrôle sur tant de choses, travail, politique, relations, économie, ces petits rituels domestiques créent des îlots de prévisibilité. Et cette prévisibilité n'est pas ennuyeuse, elle est apaisante. Elle dit à votre système nerveux, ici, tu es en sécurité. Ici, tu sais ce qui vient ensuite. Les neuroscientifiques ont découvert que les routines réduisent ce qu'ils appellent la charge cognitive. Quand vous n'avez pas à décider constamment quoi faire ensuite, votre cerveau économise de l'énergie mentale précieuse. Cette énergie peut alors être réorientée vers des choses plus intéressantes, la créativité, la réflexion profonde, la résolution de problèmes complexes. C'est pourquoi tant de génies, de Darwin à Einstein, insistaient sur des routines quotidiennes strictes. Ce n'était pas par manque d'imagination, c'était précisément pour libérer leur imagination des décisions triviales. Maintenant, adressons l'éléphant dans la pièce, les réseaux sociaux. Ils ont créé une distorsion de réalité particulièrement cruelle pour ceux qui préfèrent la vie domestique. Chaque jour, vous voyez des centaines d'images de gens qui semblent vivre des vies extraordinaires. Voyages exotiques,
Fête glamour, aventure permanente. Et vous, vous êtes là, en pyjama, avec votre livre et votre thé, vous demandant si vous ratez quelque chose d'essentiel. Voici ce qu'il faut comprendre. Les réseaux sociaux ne montrent pas la vie. Ils montrent les highlights. Personne ne poste la photo de leur dimanche après-midi à se sentir vaguement anxieux sans raison. Personne ne documente les heures passées à scroller par ennui. Personne ne partage le sentiment de vide qui suit souvent ces grandes soirées où l'on a bu trop, parlé trop fort et ri sans vraiment ressentir de joie. Ce que vous voyez en ligne est une version ultra compressée et filtrée de l'existence humaine. Et si vous comparez votre expérience intérieure complète, avec toutes ces nuances, ces doutes, ces moments gris, à ces fragments soigneusement curatés, vous allez toujours vous sentir insuffisant. C'est mathématiquement impossible de gagner cette comparaison. La vérité, beaucoup de ces personnes qui semblent vivre des vies si excitantes rentrent chez elles épuisées, souhaitant secrètement avoir le courage de dire non de temps en temps. Beaucoup envient probablement votre capacité à trouver la paix dans la simplicité. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où vous l'arrosez. Je vais aussi parler de productivité, car nous vivons dans une culture obsédée par cette idée. Et pour ceux qui restent souvent chez eux, il y a cette pression constante de justifier leur temps. Qu'as-tu fait aujourd'hui devient une question chargée de jugement implicite. Si vous n'avez pas produit, accompli, coché des cases, votre journée semble moins valable. Mais voici une vérité radicale. Votre valeur n'est pas déterminée par votre productivité. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain, et être simplement est suffisant. Certaines des journées les plus importantes de votre vie seront celles où vous n'avez apparemment rien fait, où vous avez juste existé, pensé, senti, digéré les expériences accumulées. Notre cerveau a besoin de ces moments de repos apparents. C'est durant ces périodes que le cerveau fait ce que les scientifiques appellent le mode par défaut. Il consolide les mémoires, fait des connexions créatives, traite les émotions. En d'autres termes, même quand vous pensez ne rien faire, votre esprit travaille en arrière-plan de manière essentielle. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demande ce que vous avez fait ce week-end et que vous répondez « rien de spécial », ne laissez pas leur surprise ou leur jugement vous faire douter. Vous avez fait exactement ce dont vous aviez besoin. Vous vous êtes ressourcé. Vous avez existé sans agenda. Et dans un monde qui exige constamment quelque chose de nous, c'est un acte presque révolutionnaire. Abordons maintenant quelque chose de crucial, la distinction entre solitude et isolement. Ces mots sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils décrivent des réalités psychologiques très différentes. La solitude est choisie, l'isolement est subi. La solitude vous nourrit, l'isolement vous affame émotionnellement. Comment savoir de quel côté vous vous situez? Posez-vous ces questions. Avez-vous des personnes dans votre vie que vous pourriez appeler si vous en aviez besoin? Même si vous ne les voyez pas souvent, savez-vous qu'elles sont là? Si oui, vous êtes probablement dans la solitude saine. Vous avez un filet de sécurité sociale. Vous choisissez simplement de ne pas y grimper tous les jours. Mais si vous réalisez que vous n'avez personne, que les ponts sont brûlés ou négligés au point de s'effondrer, si l'idée même de tendre la main vous semble impossible, alors vous glissez peut-être vers l'isolement. Et cela nécessite attention et action, même petite, même lente. L'isolement est dangereux pour la santé mentale et physique. Des études montrent que la solitude chronique, non choisie, a le même impact sur la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente les risques de dépression, d'anxiété, de maladies cardiovasculaires. Notre cerveau est social par nature, même pour les plus introvertis d'entre nous. Nous avons besoin d'appartenance, même si cette appartenance prend la forme de quelques connexions profondes plutôt que d'un vaste réseau superficiel. Si vous reconnaissez des signes d'isolement en vous, capturez petit. Envoyez un message à une vieille connaissance. Rejoignez un forum en ligne sur un sujet qui vous passionne. Adoptez une plante, puis peut-être un animal. Ce sont des premiers pas. Personne ne vous demande de devenir le papillon social de votre quartier.
On vous demande simplement de garder quelques fils qui vous relient au monde humain. Vers la fin de cette exploration, je veux partager quelque chose de personnel. Il fut un temps où je croyais que préférer rester chez soi était une limitation, quelque chose à surmonter. J'ai essayé de me forcer à être plus social, à accepter toutes les invitations, à sortir de ma zone de confort. Et vous savez ce qui s'est passé? Je suis devenu malheureux. Pas plus épanoui, pas plus connecté, juste épuisé et déconnecté de moi-même. C'est seulement quand j'ai accepté ma nature, quand j'ai arrêté de me battre contre mon besoin de solitude et que j'ai commencé à l'honorer, que j'ai trouvé la paix véritable. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que mes relations se sont améliorées. Parce que quand je voyais quelqu'un, c'était par choix authentique, pas par obligation. J'étais pleinement présent parce que j'avais l'énergie pour l'être. Alors voici ce que je veux que vous reteniez. Si vous êtes quelqu'un qui trouve sa paix à la maison, dans le silence, dans les routines douces et les plaisirs simples, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez pas besoin de justifier votre choix ou de le défendre constamment. Vous avez simplement besoin de vous assurer que c'est bien un choix, pas une fuite. Faites régulièrement cet exercice d'honnêteté. Demandez-vous, est-ce que je reste chez moi parce que cela me nourrit ou parce que j'ai peur de ce qui m'attend dehors? Si la réponse est la première, continuez. Vous avez trouvé votre rythme. Si c'est la seconde, alors peut-être qu'il est temps d'explorer doucement ce qui vous fait peur et de chercher du soutien pour y faire face. La vie n'est pas une course. Il n'y a pas de prix pour celui qui a le plus d'amis, le plus de sorties, le plus d'expériences documentées. Le seul juge qui compte vraiment, c'est vous à la fin de votre vie, vous demandant « Ai-je vécu selon mes propres termes? Ai-je trouvé la paix? Ai-je été authentique ?» Et si la réponse est oui, même si cette vie a été vécue principalement entre les murs de votre foyer, alors vous avez réussi d'une manière que beaucoup n'atteindront jamais. Voici donc ma question finale pour vous. La prochaine fois que vous rentrez chez vous après une longue journée, que vous fermez la porte derrière vous et que vous sentez cette vague de soulagement traverser votre corps, reconnaîtrez-vous ce moment pour ce qu'il est vraiment? Pas une faiblesse, pas un échec social, mais un retour à vous-même. Un acte d'amour-propre. Une célébration silencieuse de la personne que vous êtes quand personne ne regarde. Parce qu'au final, le plus grand luxe dans ce monde bruyant n'est pas le voyage exotique ou la fête mémorable. C'est la capacité de s'asseoir seul dans une pièce et de se sentir complètement, profondément, magnifiquement en paix. Si vous avez trouvé cela, vous avez trouvé quelque chose que l'argent ne peut acheter et que les likes ne peuvent mesurer. Vous avez trouvé le chez vous le plus important qui soit, celui qui existe à l'intérieur de vous.